Bonsoir à toutes et à tous et merci de préférer Eden TV pour actualiser votre capitale en information. Au sommaire, la marine béninoise organise depuis ce matin et ce pour 3 jours une opération dénommée Espadon. L'opération vise à faciliter la sécurisation des eaux sur sa juridiction. Et puis à suivre toujours dans ce 20h, échange ce mardi à la préfecture de Lokossa entre les maires des départements de Mono et le ministre des Mines et de la décentralisation. Alassane Seydou et Samou Seydou Adambi sont allés informer les élus communaux du Mono des rôles qui sont les leurs dans la réorganisation des carrières minières artisanales. Et puis en interactualité, premier entretien entre les présidents russes et américains, Vladimir Poutine et Joe Biden se sont entretenus ce mardi au téléphone. Plusieurs sujets abordés dans ceux qui fâchent, bien évidemment. Vous faites bien de nous rejoindre sur Eden TV. Je vous en parlais en titre. La Marine nationale organise à compter de ce jour une opération dénommée Espadon. Cette opération a pour thème tolérance zéro pour l'insécurité maritime dans les eaux béninoises. Elle vise, cette opération bien évidemment, à préparer le personnel et le matériel à avoir des capacités opérationnelles pour garantir un espace maritime sécurisé et plus sûr. Plus de précisions avec le chef d'état-major des forces navales adjoint. Le but de cette manœuvre est de nous donner l'occasion de faire le point sur la capacité opérationnelle de nos personnels, de nos matériels, de stimuler en nos personnels le réflexe et le goût de l'action dans le cadre des différentes missions de sécurisation. En somme, nous cherchons à aguerrir le personnel, éprouver le matériel pour connaître leurs limites, afin de pallier les manques à tous les niveaux d'opérationnalité, à savoir personnel, matériel, etc. Ainsi, durant 3 jours, c'est-à-dire à partir du 27 janvier, cette manœuvre Espadon se déroulera en 4 scénarios. Le premier jour, nous aurons 2 scénarios. Un scénario dans la matinée qui consiste à un exercice de piraterie maritime dans la rade de Cotonou. Et dans l'après-midi, nous aurons un deuxième scénario qui consiste à un exercice sur la sécurité, l'incendie et les voies d'eau à bord d'un patrouilleur stationné à quai. Le deuxième jour, c'est-à-dire le 28 janvier, nous aurons un 3e scénario. C'est un exercice de tentative de sabotage des installations de la fibre optique et du gazoduc. Et enfin, le 3e jour de cet exercice, ce sera le VIP Day. À cette occasion, la manœuvre sera clôturée en présence des autorités à divers niveaux par un exercice de sécurisation de plateformes pétrolières en mer contre les actes de sabotage aux environs de Sémékouji. Toujours ce mardi, échange à la préfecture de Lokossa entre les maires du département de Mono et les ministres des Mines et de la décentralisation. Alassane Seydou et Samou Seydou Adambi se sont allés informer les élus communaux du département de Mono sur les rôles qui sont les leurs dans la réorganisation des carrières minières artisanales au Bénin. Jonas Bouchi pour les précisions. Pour faire percevoir aux maires du Mono la pertinence de la volonté du gouvernement de réorganiser le secteur de l'artisanat minier au Bénin, le préfet du Mono, dans son discours introductif de la séance, a partagé avec l'assistance quelques constats faits sur les carrières minières artisanales au Bénin. Il s'agit entre autres de l'ouverture anarchique et illégale des carrières de ressources minérales, du non-respect des normes environnementales et sécuritaires de ces carrières, de l'embauche des mineurs sur les sites illégaux et clandestins. Selon le ministre de l'Énergie et des Mines, le gouvernement compte sur les élus communaux pour mettre fin à l'anarchie qui règne dans ce secteur. Les maires et les chefs d'arrondissement sont rendus responsables de l'ouverture de carrières illégales sur leur territoire de compétence. Ils devront veiller à interdire l'ouverture de carrières anarchiques sur leur territoire. Les chefs d'arrondissement devront rendre compte
immédiatement au maire dès qu'une carrière est ouverte dans l'arrondissement sans autorisation préalable des services compétents de l'État. Le maire sollicitera les services des forces de sécurité publique et des ministères sectoriels concernés pour fermer la dite carrière et faire appliquer les sanctions conformément à la réglementation en vigueur. En dehors de la préservation de l'environnement, cette réforme facilite la traçabilité financière de l'exploitation des carrières grâce aux reçus et aux bons de chargement qui feront l'objet d'un contrôle régulier par une brigade mobile. Chaque camionneur que vous verrez donc dans la ville doit avoir devant lui 2 tickets. Le premier, c'est le reçu que le service d'asile marchand ou bien l'agent la mairie lui a remis. Et maintenant, le bon de chargement qui dit exactement quel est le cubage. Et c'est sur la base de ce cubage que la mairie place son ticket. Donc ces 2 tickets sont les éléments que la brigade mobile va vérifier. S'il s'avérait que le camion n'a pas les 2 tickets et s'il n'y a pas concordance entre le bon de chargement et la valeur inactive placée, donc l'intéressé en infraction. L'État central, sur déclaration des exploitants, reverse 40% aux mairies, ce qui permettra donc aux mairies qui ont fait de ces ressources minérales de réellement en tirer grand profit pour le bonheur des populations. Les maires et les chefs d'arrondissement qui feraient preuve de légèreté dans l'exécution de cette réforme auraient commis ainsi une faute lourde qui pourrait leur coûter leur fauteuil. Et pour cela, le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale prévient. Le gouvernement ne peut pas atteindre son objectif si il n'y a pas votre implication, parce que votre partition est essentielle. Si vous vous rendez complice de ce qui se passe et qui est aujourd'hui déploré sur le terrain, eh bien, vous risquez d'en répondre. Désormais, l'ouverture d'un site minier artisanal est subordonnée à un certificat d'occupation de site délivré par les maires après le contrôle du service des mines et du cadre de vie qui s'assure des conditions de restauration du site par l'exploitant à la fin de l'exploitation. Dans la suite de cette édition d'information, parlons maintenant politique. Dans le cadre de l'élection présidentielle d'avril 2021, les responsables de la Commission électorale nationale autonome Sénat ont tenu une séance d'échange avec les responsables des différents partis politiques légalement constitués au Bénin. L'objectif, c'est de leur expliquer les rôles qui leur incombent dans la réussite du processus électoral. Compte rendu, Carlo François Humberiento. Les responsables de la Commission électorale nationale autonome Sénat étaient ce mardi 26 janvier 2021 à une séance de concertation avec les partis politiques, acteurs impliqués dans le processus électoral qui conduira à l'élection du prochain président de la République du Bénin au soir du 11 avril 2021. Emmanuel Tiando, président de l'institution en charge de l'organisation de ce grand rendez-vous électoral, a tenu à expliquer l'importance d'une telle initiative. C'est parce que justement vous êtes des acteurs de premier plan que dans le cadre de la concertation que nous avons engagée avec toutes les partis politiques, avec toutes les parties prenantes, nous avons décidé de commencer par vous, en vue de faire avec vous le point de l'évolution du processus électoral, de vous faire part de comment nous entendons le conduire, de vous présenter notre calendrier électoral, de vous dire également quelles sont les responsabilités qui sont les vôtres tout au long du déroulement de ce processus et bien entendu, recueillir vos observations, vos attentes pour que tous ensemble, nous procédions à tous les ajustements nécessaires en vue de faire de notre processus électoral un succès le 11 avril 2021. Il est revenu au directeur technique de la Sénat après les explications du président d'échanger avec les responsables et représentants de partis politiques sur 2 points. Le premier, c'est le niveau d'exécution du calendrier électoral. Donc, qu'est-ce qui est déjà fait à ce jour et qu'est-ce qui est planifié, qu'est-ce qui reste à faire. Le second point, c'est la liste des pièces devant constituer la déclaration de candidature. Sur le deuxième point, donc les pièces à fournir pour la déclaration de candidature,
nous avons précisé que c'est en 2 catégories. Il y a les pièces communes pour le duo président-vice-président et il y a les pièces individuelles que chacun d'eux fournit. Au niveau des pièces communes, il y en a 3 et au niveau des pièces individuelles, il y en a 7. La précision a été mise sur l'une des pièces communes qui représente le parrainage, les 16 parrainages qu'ils doivent recueillir et mettre au dossier. À l'issue de cette rencontre, la Sénat entend initier d'autres séances avec l'ensemble des parties prenantes impliquées dans le processus électoral car la réussite de ce scrutin demande la bonne implication de tous. Toujours au cours de cette séance d'échange entre la Sénat et les différents partis politiques, eh bien, le président de l'institution, Emmanuel Thiamdo, bien évidemment, s'est prononcé sur la question de parrainage et autres détails relatifs au caractère inclusif ou exclusif de la prochaine élection présidentielle. La Sénat ne vote pas la loi. Le rôle de la Sénat, d'après le code électoral, c'est d'appliquer la loi qui a été votée par l'Assemblée, étudiée par la Cour constitutionnelle et promulguée par le président de la République. Est-ce que c'est opportun de faire le parrainage? Ça, c'est débat politique, ça ne concerne pas la Sénat. Est-ce que c'est opportun de dire que c'est 16? Ça ne concerne pas la Sénat. Est-ce que cette élection-là sera inclusive ou pas? Ça ne concerne pas la Sénat. C'est des débats d'ordre politique qui relèvent des politiques. Et il ne faut pas nous faire un mauvais procès. Nous préférons être accusés des choses dont nous sommes responsables que de nous accuser des choses dont nous ne sommes pas responsables. Cela ne veut pas dire que dans la recherche de l'application de la loi, la Sénat ne cherche pas à comprendre et à dire, bon voilà la compréhension que j'ai. Mais la Sénat dit toujours que cette compréhension-là peut être déférée devant la Cour constitutionnelle. Et si la Cour constitutionnelle dit que c'est une mauvaise interprétation, on assume. On va obéir aux décisions de la Cour. Mais ne demandez pas à la Sénat de jouer un autre rôle qui n'est pas le sien. Donc, les questions d'inclusivité là, ou d'exclusivité, c'est des débats d'ordre politique, ça se mène à l'Assemblée nationale. Toujours dans la suite de cette édition d'information au chapitre sport, eh bien, le ministre des Sports du Bénin, Rosalde Omeki, et Bouni Dinadou, senior Baltimore Maryland 2026, et bien évidemment Jean-Marc Adjovi Boko, conseiller technique du ministre des Sports du Bénin, ont donné rendez-vous aux hommes des médias. À cette séance, bien évidemment, eh bien, les personnalités ont donné un aperçu du nouveau projet de football béninois grâce au partenariat avec Maryland. Les détails avec Frédéric Espoir Romambo. L'État américain de Maryland entend mettre sa ville de Baltimore comme ville hôte de la Coupe du Monde 2026. Et c'est pour soutenir sa candidature à cet effet qu'un partenariat bilatéral va être mis en place avec le Bénin. Ce sont des échanges autant sur le plan sportif que sur le plan culturel. Sachez que, et sur le plan économique, sachez que la ville de Baltimore et l'État qui est dans l'État du Maryland est un des États où il y a le plus d'afro-descendants, donc des Afro-Américains. Et depuis quelques années, de plus en plus d'Afro-Américains cherchent à revenir sur le continent africain. Et nous serons, et ça c'est à noter, nous serons le premier pays à organiser ce type de relations d'échange avec les États-Unis et avec la ville de Baltimore. Dans ses explications, Bouni Dinadou, conseiller principal au comité d'organisation de ce mondial dans le Maryland, dira que le choix du Bénin n'est pas un hasard. C'est naturel. Le Bénin, c'est un football, c'est un pays de football et c'est un pays sportif. Il fait beaucoup de choses en ce qui concerne l'infrastructure dans tout le pays.
Nous aussi, on fait la même chose ensemble. Donc, c'est le pays du Bénin, c'était le premier pays africain qui a choisi aux États-Unis pour faire le hosting pour la Coupe du Monde. Au-delà de tout ce que ce partenariat peut générer pour le Bénin, les responsables en charge du sport béninois entendent bien placer le football béninois à travers l'équipe fanion du pays. C'est une question de préparation, c'est une question de résultats sportifs et je voudrais vous donner l'assurance que quand nous abordons le sujet de la Coupe du Monde 2026, ce n'est pas seulement pour apporter notre soutien à la candidature de la ville de Baltimore comme ville hôte, c'est aussi en espérant que le Bénin sera présent à cette compétition majeure. À noter que cette édition du Mondial de football est prévue pour être organisée conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada. L'actualité hors du Bénin, nous sommes en France. Reconfinement ou non, des chiffres en hausse en France. Toujours pas de reconfinement en vue dans ce pays. L'exécutif tient un conseil de défense ce jour, mais le président de la République française, Emmanuel Macron, devrait prendre une décision la semaine prochaine. Précis. Comment ? Daté d'aujourd'hui. Faites voir ça. Reconfinement ou pas, telle est la grande question. Selon un dernier sondage Opinionway, plus de 70% des Français s'y préparent. Mais du côté du gouvernement, l'idée n'est pas encore arrêtée. À l'image du président du conseil scientifique, métronome souvent des prises des décisions de l'exécutif. Nous avons deux possibilités. On attend la fin de la semaine pour disposer des résultats de la deuxième enquête flash de Santé publique France et des 2 semaines de recul pour évaluer l'impact du couvre-feu à 18h. Seconde possibilité, au vu des premières données qui montrent que le variant anglais circule de manière plus importante qu'on ne le pensait, on anticipe. Pour ma part, je pense qu'on n'est pas dans l'extrême urgence, on n'est pas à 1 semaine près. Une dernière déclaration en une d'un journal qui pose problème, d'autant que quelques heures auparavant, le président du conseil scientifique déclarait qu'il y avait urgence face à un virus diabolique. Un changement de ton en moins de 48 heures pour une ultime mise au point. Je n'ai pas changé d'un iota entre dimanche et aujourd'hui. La décision doit être prise entre la fin de semaine et le milieu de la semaine prochaine. On n'est pas à 3 jours près, ce n'est pas de l'extrême urgence comme une opération chirurgicale. Cette décision est extrêmement lourde, il faut tout peser. Une prise de décision tardive du gouvernement qui agace l'opposition, qui réclame plus de discussions. Ce que nous demandons depuis le début, c'est que ce soit les politiques qui prennent des décisions et non pas un conseil scientifique qui est seulement là pour donner un avis. Le reconfinement serait un échec. Le président de la République décide. Vous qui êtes journaliste, moi qui suis député, on ne sait rien de ce qui va être annoncé mercredi. On est suspendu à notre poste de télévision, comme tous les citoyens. Quel est le lieu d'échange, de débat ? Aucun. Un reconfinement total aurait des conséquences humaines très fortes, notamment chez les jeunes, de plus en plus en difficulté. La résilience des Français est formidable. Par ailleurs, en cas de retour à un reconfinement strict, la question se posera d'un vote du Parlement pour l'autoriser, ou non. Cacophonie au sein du Parlement, mais aussi dans certaines mairies, comme à Cabourg. Son maire Tristan Duval a informé lundi en ouverture du conseil municipal qu'un reconfinement de 5 semaines allait être annoncé dès ce mercredi. Information démentie sur les réseaux sociaux par le préfet du Calvados. Tristan Duval a présenté lui ses excuses sur Twitter, précisant qu'il ne s'agit que de rumeurs en cours. Tergiversation ou pas, ces dernières heures, la ministre chargée de l'Industrie a confirmé qu'à sa connaissance et à ce stade, il n'y avait pas raison de décider d'un confinement. Ben restons-y pour dire que malgré la production Made in France, le secteur public continue de s'approvisionner en masques hors de l'Hexagone. En témoignent ici les précisions de nos confrères de RT France. En France, on a des idées et on a aussi des masques. Restaurer nos capacités de production fut laborieux puisque l'une des dernières usines de masques avait fermé en 2018. Nous étions donc dépendants des imports étrangers, d'où la pénurie subie en début de pandémie. Mais désormais, la production française a repris. Et conformément au souhait d'Emmanuel Macron, fin mars 2020, la France a récupéré sa souveraineté. Avant la crise, nous produisions en France 3,3 millions de masques par semaine. Fin avril, nous serons à plus de 10 millions. Nous aurons plus que triplé.
en quelques semaines. Et nous continuerons cet effort pour continuer la multiplication de nos capacités de production et je veux que d'ici la fin de l'année, nous ayons obtenu justement cette indépendance pleine et entière. Des centaines d'entreprises produisent désormais des masques en France, allant du géant du luxe à la manufacture traditionnelle, en passant par la start-up. Et la capacité de production, multipliée par 30 en moins d'un an, a atteint les 100 millions de masques sanitaires par semaine. Certaines de ces sociétés sont aidées par l'État. Et pour soutenir la filière, l'initiative Savoir-faire ensemble regroupe les acteurs du textile. Mettre en place des solutions pour faciliter les liens entre donneurs d'ordre et fournisseurs. Booster l'écosystème de la fabrication française en favorisant les liens entre membres du réseau. On peut crier cocorico, mais il y a un hic. Car étonnamment, cela ne signifie pas que la commande publique favorise les masques fabriqués en France. Une enquête de nos collègues de France Info révèle que les collectivités, régions, départements se fournissent en masques, parfois produits en Chine, en Tunisie, en Pologne, ou alors s'adressent à des entreprises locales, mais qui en réalité revendent des protections fabriquées à des milliers de kilomètres. Des masques chinois s'invitent au Conseil général du Var, des masques vietnamiens à la métropole Nice-Côte d'Azur. Comment est-ce possible? Plusieurs raisons expliquent cette importation. D'une part, le critère du prix, de l'autre, les critères techniques particuliers pouvant être exigés dans l'appel d'offres. Et de plus, les marchés publics doivent se plier aux règles de concurrence européennes obligatoires. Et le pays de fabrication n'entre pas dans les critères de sélection. Ainsi, la France retient d'une main ce qu'elle se voit obligée de repousser de l'autre, une sorte de mascarade. Mais qu'est-ce donc que cette souveraineté européenne? Celle-là même qui nous supprime la possibilité de souveraineté nationale? Une situation décrite comme schizophrénique par les syndicats ou fédérations du textile. Alors comment opter pour la préférence nationale sans se faire attaquer par les entreprises étrangères pour non-respect des règles de concurrence? En augmentant par exemple le poids des critères sociaux et environnementaux à l'appel d'offres, et la France pourrait devenir imbattable, son bilan carbone en bandoulière. Et actuellement, les discussions sont vives. Le ministère de l'économie et les acteurs du secteur réfléchissent à un biais pour valoriser les produits locaux. Messieurs les commanditaires, à vos marques. Et pour conclure ce 20h, premier entretien entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Joe Biden. Les deux ont eu un entretien téléphonique. Plusieurs sujets ont été abordés. Ce qui fâche aussi. Un premier coup de fil loin de réchauffer les relations américano-russes. Vladimir Poutine et Joe Biden se sont entretenus sur les sujets qui fâchent. Le cas Navalny, la situation en Ukraine, Nord Stream 2 ou encore la récente cyberattaque contre des ministères américains imputés par Washington à Moscou. Si du côté du Kremlin, on semble vouloir calmer les esprits, le ton semble plus incisif du côté de la Maison-Blanche. Le président russe a noté que la normalisation des relations entre la Russie et les États-Unis serait conforme aux intérêts des deux pays et compte tenu de leurs responsabilités particulières dans le maintien de la sécurité et de la stabilité dans le monde, à ceux de la communauté internationale tout entière. Le président Biden a clairement indiqué que les États-Unis agiront avec fermeté pour défendre nos intérêts nationaux face aux actes de la Russie qui pourraient nous nuire. Point positif des discussions, le traité New START sur la limitation de l'armement nucléaire qui doit expirer le 5 février prochain, les deux puissances qui seraient parvenues à un accord pour le prolonger de 5 ans. Étant donné le contexte actuel, il est évident qu'il était très difficile de parvenir à cet accord, tant par manque de temps qu'à cause du climat des relations bilatérales, qui après la passation de pouvoir aux États-Unis n'a pour l'instant aucunement changé. Il est très bien que nous commencions notre coopération avec la nouvelle administration, avec l'administration Biden, sur ce geste positif et symbolique qui pourrait ouvrir de nouvelles portes et de nouvelles perspectives afin de faire progresser nos relations dans d'autres domaines également. Et signe que le temps presse, Vladimir Poutine a pris les devants en soumettant à la Douma, le Parlement russe, un projet de loi sur cette prolongation. Ce sera tout pour ce 20h. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur nos différentes plateformes Facebook, Twitter et YouTube et sur notre site internet www.benin-6eden.tv. Bonsoir.